Et ces lectures de l'été, nous allons les aborder avec d'abord 4 jeunes gens qui sont les administrateurs d'un site qui existe depuis relativement peu de temps, mais qui fait de plus en plus parler de lui en raison de la qualité de son contenu. Ce sont les administrateurs du site du Rouge et le Noir, que je vais vous présenter sous leur nom de guerre, sous leur pseudonyme, Corsaire, Karl Moiruffet, Charles Cartigny et Samanthe Grelot. Alors, avant d'entrer dans le vif de ce thème, c'est-à-dire les lectures de l'été, est-ce que vous pourriez, messieurs, présenter le Rouge et le Noir, nous dire depuis quand il existe, comment il est né, en quoi il consiste, ce qu'on y trouve, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Alors, le Rouge et le Noir existe depuis octobre 2011, donc 1 an et demi à peu près, bientôt 2 ans. C'est un site catholique qui a été fondé à l'origine par moi-même et une autre personne qui est actuellement en propédeutique et qui vient de sortir de la propédeutique en réalité, puisqu'il entre définitivement au séminaire. Et puis très vite rejoint par, voire même instantanément rejoint, pour ne froisser personne, par plusieurs rédacteurs. Et donc c'est un site qui propose à la fois de l'information, essentiellement depuis cette année, donc lié naturellement aux manifestations, mais à toutes sortes d'actualités pour peu qu'elle ait un lien avec la religion catholique. Et puis, et surtout, elle propose des poésies pour vous préparer à la messe le dimanche, par exemple. Charles Cartigny pourra vous en parler. Elle propose des réflexions, des analyses, des articles d'histoire, des articles consacrés à la liturgie. Enfin, les champs sont vastes, mais avec cette identité catholique qui est revendiquée avec une petite exception, on va dire, puisque nous avons tout de même un rédacteur orthodoxe ici présent qui apporte un regard, va-t-on dire, extérieur et néanmoins extrêmement exigeant sur le catholicisme, donc pourrez l'entendre. Et puis enfin, je signale aux auditeurs de Radio Courtoisie, s'ils veulent prier pour lui, que le responsable informatique de notre site commence son catéchuménat aujourd'hui. Donc vous pouvez vous joindre à lui par la prière. Très bien, alors vous avez, comme vous le soulignez, pris votre part de la résistance actuelle pour la défense du mariage, de la famille et du droit naturel. Exactement. Vous avez été en première ligne, ou derrière votre clavier, ou sur le terrain, de manière quotidienne depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois, alors bon, les autres vont pouvoir en parler également, mais enfin ça a commencé, enfin je crois qu'à peu près tous les rédacteurs ont participé à l'ensemble des manifestations, celle de novembre, je crois que c'était le 17. Et puis nous avons commencé à émerger un petit peu avec la manifestation du 24 mars qui a, comme on s'en souvient, qui a eu des suites que les organisateurs et surtout la police n'attendaient pas. Voilà, une sorte de grand jeu scout sur les Champs-Élysées. Mais qui a malheureusement donné l'occasion de révéler ce dont étaient capables ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire gazer et maltraiter des femmes, des enfants et des personnes âgées. Voilà. Vous écoutez Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Philippe Pichot-Bravard reçoit les administrateurs et rédacteurs du Rouge et le Noir pour parler des lectures de l'été. Alors nous allons peut-être entrer directement dans le vif du sujet. Et Corsaire, vous souhaitez nous présenter, nous dire quelques mots d'un livre dont il a déjà été question à ce micro de Radio Courtoisie, qui a été l'un des grands succès de l'année et mérité, à savoir l'ouvrage de Philippe de Villiers, Le roman de Charette. Merci beaucoup, monsieur Pichot-Bravard. Alors effectivement, nous allons parler du roman de Charette de Philippe de Villiers qui a fait couler beaucoup d'encre depuis sa parution en septembre dernier.
C'est un ouvrage magistral, un ouvrage dans lequel Philippe de Villiers, qui connaît bien la Vendée comme chacun sait, dans lequel Philippe de Villiers a pu développer la personnalité méconnue de François-Athanase Charette de la Contrie, qui, avant d'être le chef mythique de la Vendée en armes, a également été un jeune breton, puisqu'il est né en Bretagne et non en Vendée, près de Nantes. Il a été un jeune breton, un jeune élève marin, puis lieutenant de vaisseau dans la Royale, à une époque où l'avancement se faisait par carrière. Il fallait avoir de longues années de marine derrière soi. Eh bien, Charette, lui, par son talent, a réussi à se hisser à un grade haut dans la hiérarchie de la marine, ce qui déjà montrait son talent, sa fougue. Et puis Charette est également un héros de la guerre d'Amérique. Il a combattu sur les mers. C'est également un héros de la guerre contre les Ottomans. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. C'est un homme lettré. Et grâce à ce roman de Charette, qui finalement n'est pas un roman, mais c'est la vie de Charette qui est un roman, Philippe de Villiers nous ouvre une porte méconnue vers la guerre de Vendée. Alors avant d'en arriver aux guerres de Vendée, peut-être insistons sur un point, à savoir que Philippe de Villiers, traitant de Charette à la première personne, tout à fait, ce qui rend les choses beaucoup plus vivantes encore, traitant de Charette à la première personne, fait ce que peu d'historiens, aucun historien n'a fait, ce que, pour en avoir parlé avec des membres de la famille Charette, les membres même de la famille ignorent très largement, insistent énormément sur le Charette marin. Le Charette des années 1778-80, le Charette de la guerre d'indépendance américaine, le Charette qui est parti se battre pour la liberté des Américains. Tout à fait. Et qui, en 89, lui qui a combattu pour la liberté, se retrouve à son retour en France dans un port, pourchassé parce qu'il porte un uniforme d'officier, par des gens qui n'ont que le mot de liberté à la bouche, mais qui, s'ils ont le mot de liberté à la bouche, détruisent la liberté concrète, les libertés concrètes d'autrui. Voilà. D'ailleurs, cet épisode que vous mentionnez à Brest, lorsque Charette débarque de retour des guerres d'Amérique, cet épisode est tout à fait... illustre tout à fait la différence entre les libertés incarnées, libertés concrètes pour lesquelles les Français se sont battus aux Amériques, et les libertés idéologiques menant à l'anarchie et au déni du réel, donc la Révolution française. Et donc ce roman de Charette nous permet donc d'avoir un nouveau regard vers ces chefs vendéens qui n'étaient pas du tout des hommes voulant revenir à de soi-disant privilèges, des hommes désireux de fanatiser des masses rurales, mais il s'agissait véritablement d'hommes lettrés qui avaient une connaissance du monde et qui se sont retrouvés confrontés au totalitarisme, au germe du totalitarisme, et qui ont su répondre à un appel, c'est-à-dire à l'appel des masses paysannes qui ne voulaient pas voir leur bon père, leur bon prêtre pourchassés. Et c'est là que Charette, se trouvant en Vendée où il résidait dans la demeure de son épouse, a su répondre à l'appel de ces paysans qui voulaient un chef pour les mener au combat, au choc, comme on disait à l'époque, car les Vendéens étaient tellement étrangers à la chose militaire qu'ils parlaient de choc et non pas de bataille. Eh bien, Charette est allé au choc. Il a su mener ces hommes du pays de Ray, qui était relativement isolé du reste de la Vendée militaire d'ailleurs. Et Charette est un personnage assez ambigu dans l'histoire de Vendée, puisque c'est un homme qui a souvent été isolé, qui avait des relations de jalousie très fortes avec des chefs comme Stofflet par exemple. Mais parce qu'il était isolé, Charette a échappé à la grande saignée de la virée de Galerne et au massacre de Savenay du 23 décembre 1793. Et ainsi, il a pu continuer le combat sous une forme différente, celle de la guérilla. Et de ce point de vue, il a eu un rôle d'ailleurs tout à fait novateur, probablement nourri d'ailleurs par l'expérience de la guerre américaine.
et qui a servi d'exemple à tous ceux qui ont mené ultérieurement des guerres de guérilla, et pas forcément pour la même cause. En effet, puisque à l'époque où Charette était élève à Brest, deux stratégies, deux thèses s'opposaient, celle de Suffren et celle de Guichen. L'un entendait mener la guerre avec deux lignes de vaisseaux, et l'autre entendait rompre les lignes. Et alors Charette, lorsqu'il s'est retrouvé dans les chemins creux face aux Bleus, avec une armée régulière face à lui et des troupes inconstantes, instables de son côté, il a dû faire un choix. Il a choisi de pratiquer la pêche à la bouteille, c'est-à-dire d'accrocher, décrocher, de faire une guerre de harcèlement dans les chemins creux. Et ça a été la clé de la longévité de Charette, le roi de la Vendée, qui finalement est mort en 1796, place Viarme à Nantes. Oui, et qui notamment a réussi à tenir pendant des années, pendant 3 années, avec des troupes très inférieures en nombre, très maigres, oui. En étant à chaque fois là où on ne l'attendait pas, en effet, et en étant toujours absent là où on le cherchait. Voilà. Et en prenant toujours l'ennemi par surprise, et en réussissant notamment en 1795 à contraindre la République à s'asseoir à la table de négociation et à concéder un certain nombre d'avantages aux Vendéens, avantages qui n'ont pas été tous respectés, et c'est d'ailleurs pour ça que Charette avait repris les armes 3 mois plus tard. En effet, il s'agissait du traité de la Jaunais en 1795, donc au manoir de la Jaunais, non loin de Nantes. Et Philippe de Villiers rappelle tout à fait dans le roman de Charette que certaines clauses étaient secrètes lors de ce traité, qu'il s'agissait notamment pour la République de livrer le petit dauphin, Louis XVII, à Charette, afin que la vie du dauphin soit sauvegardée. Et Charette entendait véritablement créer une espèce de province vendéenne au sein de la France, un corps de province indépendant de fait, mais qui aurait servi de base arrière à une réaction, à une restauration. Malheureusement, le dauphin est mort, comme chacun sait, au Temple, ce qui a empêché Charette de réaliser son dessein, à savoir de repartir au combat avec la légitimité de son côté et reprendre Paris des mains des Bleus. Alors peut-être un dernier aspect sur lequel insiste Philippe de Villiers. Il parle de l'extermination des Vendéens, il parle des colonnes infernales, nourri par les travaux notamment de Rénal Séchère. Il cite d'ailleurs à la fin un certain nombre de documents sur les tanneries de peau humaine, oui, sur les atrocités qui ont été commises, avec les références précises. Et je me souviens l'avoir entendu en conférence utiliser une formule qu'il n'utilise pas dans le livre, parce que cette formule aurait été anachronique, qui montre à quel point il souligne la nature propre de la Révolution. Il dit que la terreur est l'ADN de la Révolution française. C'est-à-dire 93 n'est pas différent de 89. 93 est le prolongement, la radicalisation de 89, mais la logique qui est donnée. La terreur, elle commence le jour où on promène la tête du gouverneur de la Bastille au bout d'une pique. Et elle ne fait que s'aggraver avec le temps. Tout à fait. D'ailleurs, on voit ici une convergence avec le fameux discours d'Alexandre Solzhenitsyn en 1993, à l'occasion du bicentenaire du soulèvement vendéen. Monsieur Solzhenitsyn, le célèbre dissident soviétique, s'était rendu au Luc-sur-Boulogne. Les Luc-sur-Boulogne donc, sont un village martyr des guerres de Vendée, que l'on pourrait qualifier d'Oradour-sur-Glane de la Vendée. Et Solzhenitsyn, ce jour-là, ce jour de 1993, était aux côtés de Philippe de Villiers et avait délivré un discours magnifique en faisant un rapprochement entre la Révolution française et la Révolution bolchevique, et en rappelant les méfaits idéologiques de la devise même de la République, liberté, égalité, fraternité. Et donc on voit justement ici que 1793 découle naturellement de 1789, et de cette expérience terroriste de la Révolution française vont suivre les épisodes que l'on connaît, Révolution bolchevique, etc. Alors, vous parliez à l'instant d'Alexandre Solzhenitsyn. On peut aussi renvoyer à un ouvrage qui a été rédigé il y a une grosse quinzaine d'années,
à partir d'une conférence d'ailleurs qui avait fait grand bruit à l'époque par quelqu'un que les auditeurs connaissent bien, que les auditeurs de Lumière de l'Espérance et de Radio Courtoisie connaissent bien, c'est le professeur Xavier Martin, qui avait publié un petit ouvrage intitulé Sur les droits de l'homme et la Vendée, dans lequel il démontrait que en Vendée, les Bleus n'avaient pas méconnu les droits de l'homme et du citoyen, tout simplement parce que, à leurs yeux, les Vendéens, en se révoltant contre la Convention, avaient abdiqué leurs conditions de citoyens, donc ils ne pouvaient pas bénéficier des droits du citoyen, ils n'étaient plus citoyens, et qu'en abdiquant leurs droits de citoyens, ils avaient abdiqué les privilèges de l'humanité et qu'ils étaient regardés par les grands révolutionnaires. Et je suis tombé récemment sur des citations de Desmoulins qui le confirment, regardés comme des animaux et non pas comme des êtres humains. Donc ce ne sont ni des citoyens ni des hommes, donc ils ne peuvent pas bénéficier des droits de l'homme et du citoyen, et par conséquent tous les coups sont permis, et d'abord l'extermination et éventuellement même le recyclage du déchet humain préalablement éliminé en forme de culotte de peau, comme ce fut pratiqué au Pont de C pendant l'hiver 93 et 94. Tout à fait. Vous écoutez Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Philippe Pichot-Brava reçoit les lecteurs, les rédacteurs et administrateurs du site Le Rouge et le Noir pour parler des lectures de l'été. Alors, puisque nous parlons d'histoire, je crois que vous souhaitez... Samanthe Grelot, nous parler d'un ouvrage de Vincent Badré, L'Histoire fabriquée. Alors, quel est cet ouvrage et pourquoi le recommandez-vous aux auditeurs ? Oui, la transition est toute trouvée entre le roman de Charette et l'ouvrage que je présente ici. Donc, L'Histoire fabriquée, écrit par Vincent Badré et publié par les Éditions du Rocher, qui est donc... une sorte de pamphlet, si je puis utiliser le mot, contre les libertés que l'on prend aujourd'hui dans l'éducation nationale avec la réalité historique. Je dis que la transition est toute trouvée. Parce que précisément après avoir entendu dans le détail l'histoire des massacres commis par les artisans de la liberté, de l'égalité et de la fraternité en Vendée, on retrouve un écho de ces réalités dans le livre de Vincent Badré, qui montre à quel point cette réalité des massacres et de l'horreur du génocide avant l'heure commis par les forces de la République en Vendée sont aujourd'hui niés dans l'enseignement historique primaire au collège et au lycée pour des raisons idéologiques. C'est l'objet de l'ouvrage, c'est l'objet majeur de cet ouvrage qui prend le parti de montrer quels sont les abus, les idées reçues et les mensonges historiques que l'on enseigne comme des vérités à vos enfants dans les écoles de la République, et qui, après avoir exposé ces mensonges, entreprend de les démonter. Cet ouvrage se présente sous la forme d'une succession de ces mensonges qui sont d'une certaine manière suffisamment séparés les uns des autres pour que l'on puisse, même si je vais avoir l'impression de parler comme le grand journal pour qui moins on en lit, mieux on se porte, ce qui fait que dans ce livre, l'une des caractéristiques pour le moins intéressantes est qu'on peut se saisir de l'un des points exposés par Vincent Badré sans avoir à lire tout ce qui précède et tout ce qui l'entoure. Pour en donner un exemple, à la page 61 de l'édition que j'ai sous les yeux, dans la catégorie Les femmes au Moyen-Âge, le cliché, les femmes du Moyen-Âge n'avaient pas d'âme. Donc, à travers 4 points successifs, c'est-à-dire quand dit-on, comment le dit-on, ce qu'il y a de vrai
Et ce qu'il faut aussi savoir, Vincent Badré montre quelles sont les croyances liées à ce cliché « les femmes du Moyen-Âge n'avaient pas d'âme », comment c'est présenté pour passer pour une vérité historique, ce qu'on peut concéder de fait plus ou moins à cette réalité, à cet énoncé, et pour finir, ce qui est la réalité. Donc, pour l'exemple que je prends, les femmes du Moyen-Âge n'avaient pas d'âme, on en dit donc que l'Église avait imposé au Moyen-Âge la croyance que les femmes étaient dépourvues d'une âme et donc en cela présentaient des caractéristiques évidentes d'infériorité par rapport à l'homme. C'est l'un des arguments qu'a sorti notre actuel ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, à la tribune de l'Assemblée nationale, face à un député qui, en cela reprenant les thèses par exemple exposées par Régine Pernoud dans son livre En finir avec le Moyen-Âge, un livre qui m'avait été prêté il y a peu par le terrible Karl Moy-Ruiffet, que vous entendrez après moi, qui disait, Michel Diefenbacher, conseiller à la Cour des comptes et député, qui disait que c'était au Moyen-Âge que la femme possédait les caractéristiques d'un membre de la société les plus éminentes de ce qu'on a connu avant, en tout cas, l'émergence du féminisme, à quoi donc la ministre de la Culture répondit mais la femme n'avait pas d'âme au Moyen-Âge. C'est bien la peine d'être ministre de la Culture pour sortir des énormités pareilles. D'autant plus qu'on sait que Madame Filippetti est normalienne, a été normalienne, et que c'est en environ 20 lignes que Vincent Badré, qui n'a la prétention que de se présenter comme un professeur d'histoire-géographie en banlieue parisienne, qui corrige ce genre d'ânerie par la suite. Donc tout d'abord en expliquant que ce sont dans son point « Comment le dit-on ?» Je vous lis le passage. L'Emmanuel évite d'évoquer les mythes historiques. Ne voulant présenter que les faits les plus assurés, ils écartent ce qui fait débat. En refusant de donner de l'écho à des idées fausses ou aux théories du complot, ils prennent le risque de les faire perdurer. Ce qu'il y a de vrai ensuite dans l'idée que les femmes du Moyen-Âge n'avaient pas d'âme, et c'est apporté encore plus à charge de la ministre de la Culture Aurélie Filippetti, c'est une incompréhension du terme qui a été utilisé dans les textes se rapportant à l'âme et à sa conception dans l'Église catholique au Moyen-Âge, au Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire l'historien médiéval Grégoire de Tours, qui, en rapportant le synode de Mâcon qui s'est tenu en 1586, rapporte une discussion sur le mot latin homo, qui désigne en latin, et c'est pour ça qu'on peut en tenir un lourd grief à la ministre, le mot latin homo désigne les hommes et les femmes. Il n'y a que vir qui désigne la partie masculine de l'humanité et femina qui désigne la partie féminine de l'humanité. C'est-à-dire que sur la base de cette méprise, on a cru que ce mot homo, qui par la suite a donné homme dans certains usages seulement les hommes, c'est-à-dire les mâles dans l'humanité, on a cru que ce mot homo désignait déjà à l'époque dans la bouche de Grégoire de Tours seulement les mâles, seulement les hommes, au sens où on l'entend aujourd'hui. Ce qui fait que, naturellement, on a cru bon de dire que l'Église, cette réactionnaire et cette obscurantiste, enseignait au Moyen-Âge que les femmes n'avaient pas d'âme. Et c'est en 2 temps 3 mouvements que Vincent Badré corrige cette idée reçue, en rappelant que si les femmes n'avaient pas d'âme selon l'Église catholique, elles ne pourraient en aucun cas être sauvées, donc pas communier. Or, il y aurait pour cela certains textes qui prouveraient que les femmes ne communiaient pas au Moyen-Âge, et encore plus que les femmes ne pourraient pas être saintes. Or, l'Église catholique enseigne que la Vierge Marie, qui est une femme, est la mère de Dieu et la reine de l'univers. Donc c'est voilà un exemple typique, et s'il n'est pas plus intéressant que les autres, un exemple typique de la manière dont procède Vincent Badré pour redresser les torts de l'éducation nationale. Oui,
si j'ai bien vu cet ouvrage, il passe en revue l'Antiquité, il passe en revue le Moyen-Âge, enfin ce qu'on appelle le Moyen-Âge, il passe en revue ce qu'on appelle la Renaissance, la monarchie absolue, jusqu'à l'histoire du XXe siècle, avec des références abondantes, précises. Je vois là, en ouvrant au hasard, à propos de Voltaire, plusieurs références à Xavier Martin. Tout ça ne peut être que extrêmement intéressant et stimulant. Vous écoutez Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Philippe Pichot-Brava reçoit les administrateurs et rédacteurs du site Le Rouge et le Noir pour parler des lectures de l'été, et également notre ami bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, Christophe Réveillard, qui vient de nous rejoindre et qui tout à l'heure nous parlera de publications récentes touchant notamment à l'Europe. Alors, puisque nous sommes à peu près à la moitié de l'émission, j'en profite pour signaler aux auditeurs la 22e université d'été de Renaissance catholique, qui se tiendra du jeudi 11 au dimanche 14 juillet 2013, avec pour thème « Après la chrétienté ». Cette université d'été sera marquée par des conférences débats avec notamment Antoine Quercy, Claude Rousseau, Guillaume de Thieulois, l'abbé Barthes, Émeric Choprade, François-Xavier Bellamy. Il y aura des tables rondes chrétiens en politique animées par Jean-Pierre Maugendre avec Jacques Bompard, Bruno Gollnisch, Xavier Lemoine et Christian Van Est. Il y aura une autre table ronde consacrée à la culture de mort, animée par Jeanne Smith avec Jean-Marie Leméné, Xavier Mirabel, Luc Perel, Grégor Pupinck. Il y aura une table ronde consacrée au journalisme, animée par Michel de Gégère avec Laurent Dandrieux, Michel Janvat, Philippe Maxence et Émeric Pourbet. Et puis il y aura une table ronde consacrée à l'école, la transmission du catholicisme à l'école, animée par Gabriel Cluzel avec Thierry Hayet, Anne Coffinier et Michel Valadier. Donc tout cela est très très alléchant et on ne peut qu'encourager les auditeurs à s'y inscrire, notamment les jeunes auditeurs. Ceux qui sont intéressés peuvent s'adresser à Renaissance catholique en téléphonant au 01 42 04 93 20, 01 42 04 93 20, ou sur le site, ou en allant sur le site www.renaissancecatholique.org. Voilà. Et je signale d'autre part que Renaissance catholique vient de publier les actes de la 17e université d'été, donc qui date d'il y a quelques années, dont le thème est « La démocratie peut-elle devenir totalitaire ?» Si ces actes paraissent avec quelques années de retard, en fait, ils tombent à point dans le contexte actuel de cette répression grandissante contre les défenseurs de la famille et du droit naturel. Alors, vous-même, Charles, vous souhaiteriez nous présenter une œuvre littéraire, peut-être? Ah oui, absolument. Donc, Jacques Cartigny, je voudrais vous parler d'un ouvrage en particulier qui est Mireille de Frédéric Mistral. On m'a prévenu un peu tard de cette émission et on m'a dit c'est une émission sur les livres de l'été. Alors, sur le Rouge et le Noir, en tant que responsable de la poésie et de la littérature et animateur de l'antenne régionale RN Provenço, je me suis permis de penser immédiatement à Mireille de Frédéric Mistral, qui devrait être un classique et qui est aujourd'hui absolument oublié de nos contemporains. Je rappelle simplement que Frédéric Mistral a obtenu le prix Nobel de littérature en 1904 et qu'il était de son vivant reconnu comme un très très grand auteur et qu'il est aujourd'hui oublié à cause de ce que certains professeurs de la Sorbonne osent appeler le jacobinisme de la langue française. Et donc, étant un poète de langue provençale, Frédéric Mistral a été un petit peu mis aux oubliettes. Il est néanmoins intéressant de noter que pour cet ouvrage, donc Mireille, Frédéric Mistral a lui-même écrit cette œuvre dans les deux langues. C'est-à-dire que la traduction française est de la main même de l'auteur,
ce qui est assez intéressant, et parce que Mireille étant son premier véritable ouvrage, il était assez ambitieux et voulait avoir une renommée au moins nationale, sinon internationale, ce qu'il a eu. Suite à cet ouvrage, il a reçu notamment énormément de lettres de remerciements et de félicitations de grands auteurs de l'époque, notamment Lamartine, qui était pratiquement amoureux de Mistral tant il aimait sa plume, de Victor Hugo également, Barbé d'Aurevilly. C'est quand même un auteur en qui on peut avoir confiance sur le plan littéraire. Oui, qui a été salué par les plus grands. Je me souviens de propos dithyrambiques de Léon Daudet, qui était un compatriote de Frédéric Mistral, qui a d'ailleurs défendu Frédéric Mistral à la Chambre des députés au cours d'une séance assez mémorable qui a terminé en conversation littéraire entre députés de différentes couleurs, animés par Léon Daudet, d'une manière tout à fait conviviale. La politique avait disparu. C'était à l'époque où il n'y avait pas de ministère de la Culture et où les hommes politiques étaient un petit peu plus cultivés. Oui, j'en doute pas. Il était également ami d'Alphonse Daudet, pardon, qui dans les lettres de Montmoulin, il y a une lettre qui s'appelle Le Poète et qui est en fait une description de Mistral au travail, etc. C'est un livre qui est très intéressant parce qu'il permet vraiment un retour aux racines de la Provence, et donc l'œuvre entière de la vie de Mistral a été la défense de la culture provençale et de la langue provençale qu'il a réhabilitée. Et il dresse en fait dans cet ouvrage, au-delà de l'histoire, véritablement toute l'histoire réelle et mythique, mythologique de la Provence, de l'évangélisation de la région par les Saintes Maries et Lazare. Donc il raconte tout ça avec les chasses aux dragons pour apporter l'évangile, etc. et convertir les Provençaux jusqu'au 19e siècle en fait, puisque c'est un ouvrage qui a été publié dans sa première version en 1859. Voilà, donc pour vous parler un petit peu de l'œuvre, c'est un livre assez conséquent, notamment parce qu'il est dans les deux langues. C'est une sorte d'épopée romantique, disons, une épopée lyrique. Lamartine disait qu'on avait la France pauvre en poète épique avait trouvé son nouvel Homère dans la personne de Mistral. Donc ça se présente sous la forme d'une épopée versifiée. Et cela raconte l'histoire donc de Mireille, une jeune paysanne provençale, fille du propriétaire d'un mas, et qui tombe amoureuse de Vincent, qui est un rempailleur et un vendeur de paniers. Donc on n'en est pas extrêmement sûr, mais a priori ce serait un boumian, donc un personne du voyage. Je crois que c'est ça qu'on dit, un Jean du voyage. Et donc cette histoire d'amour est évidemment impossible parce que le propriétaire du mas, donc le père de Mireille, refuse cette union. Et donc elle part sous les conseils de son amoureux Vincent, prier les Saintes Maries de la Mer, patronne de la Camargue et de la Provence, pour savoir que faire et retrouver la paix intérieure. Et donc elle part du mas des Micocoules, où elle habite. Elle traverse toute la Camargue, qui est en fait un immense désert. Et suite à une insolation, elle décède à la fin de l'ouvrage. Et donc ce livre raconte toute le cheminement, toute l'aventure de Mireille, tant spirituelle qu'amoureuse, etc. Et donc à travers toute cette traversée de la Camargue et de la Provence, Mistral nous peint cette région qu'il a tant aimée et tant défendue. Au niveau du style poétique, c'est à la fois très romantique et à la fois très original. Les influences sont multiples. On sait même que les félibres, puisque c'est Frédéric Mistral qui a inauguré et lancé le félimbrige. Je pense que nos auditeurs connaissent sans doute, savent sans doute que Charles Maurras était un félibre des générations suivantes. Donc, qui est un cercle en fait, une association de réunion des poètes de langue provençale et défenseurs de la langue. Et donc les félibres de la première époque, avec Mistral, Roumanie, etc., étaient très amis avec un homme comme Mallarmé, par exemple, qui avait un style beaucoup plus moderne, etc. Et donc ce qu'on peut retrouver, ce qu'on ressent dans Mireille, c'est vraiment une volonté de jouer sur la musicalité, notamment du provençal, puisque le but était de défendre cette langue, et également une peinture très symbolique en fait à travers, c'est-à-dire qu'il y a 12 chants, et il y a toute une symbolique spirituelle et religieuse à travers cet ouvrage.
Alors peut-être je peux vous lire un petit extrait pour vous donner une Très idée. volontiers. C'est une chanson qui est intégrée en fait à l'œuvre, qui s'appelle la chanson de Magali, qui est une chanson d'amour connue, qui est devenue connue puisque suite à la publication de l'ouvrage, tout le monde l'a chanté à chaque fois que Mistral venait présenter son œuvre. Et qui est donc une chanson d'amour que les jeunes filles chantent au début de l'ouvrage avant de rencontrer l'ami Vincent. O Magali Matanamado, mette la testa au fenestrun, escut un pau aquesto bado, de tambourine et de violun. Ei plen d'estelo, aperamunt, là rest tumbado, me les estelo paliran, comme te veiran. Pa mai que du murmur di brundo, de tu naubado ieu faucas, mai ieu men va un dins la mar blundo, me faire un gielo de rucas. O Magali, se tu te fas lupeis de lundo, ieu lu pescaire me farai, te pescarai. O mai, se tu te fas pescaire, ti vertule comme gitaras, ieu ma faire lauca vulaire, et même vularai dins li campas. O Magali, se tu fas lauseu de l'aire, ieu lu casarai me ferai, te casarai. Voilà, c'est juste un tout petit extrait, la chanson est bien plus longue. Je rappelle simplement pour nos auditeurs que cet ouvrage, puisqu'il est aujourd'hui pratiquement méconnu, est trouvable sur Internet, presque exclusivement, mais dans les bibliothèques de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, vous pouvez sans doute vous le procurer, et qu'il est très facile de le lire donc, en français et de passer de temps en temps à la page de gauche en provençal pour s'imprégner un petit peu de la langue et de toute la musique de la poésie provençale. Voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur cette œuvre. S'il y a des... Non. En tout cas, je vous remercie d'avoir choisi Mistral et ainsi d'avoir fait monter un petit peu de la Provence ici à Paris et de nous avoir sorti des carcans du jacobinisme imposé. Voilà. Ouais, je rappelle également que sur Le Rouge et le Noir, on a, moi-même avec Isidore, un autre rédacteur, on écrit pour chaque dimanche un poème sur l'évangile du jour. Et donc après en avoir parlé avec lui, on continuera cette tradition cet été. Donc vous pourrez suivre des textes sur l'évangile du dimanche dans le rite Paul VI. Et on essaiera également de faire des petites séries de poèmes ou de textes plus littéraires et également des études sur la poésie. Enfin voilà, plusieurs projets pour cet été. Donc allez sur Le Rouge et le Noir. .org, parce que .fr c'est un site libertin et ça n'a rien à voir avec nous. Et donc venez lire un peu de poésie spirituelle et moins spirituelle. Voilà. Un grand merci. Vous écoutez Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Philippe Piche-Brava reçoit les administrateurs et rédacteurs du site Le Rouge et le Noir.org pour parler des lectures de l'été. Alors vous-même, vous allez nous parler, Karl, de Nimier, voilà, et du Hussard bleu. Exactement. Donc nous avons... J'ai découvert Nimier il y a finalement assez peu de temps, mais un peu de temps tout de même avant l'anniversaire de sa mort que l'on commémorait l'année dernière, et année pendant laquelle il y a eu plusieurs de ces ouvrages qui ont été édités ou réédités. Je pense notamment à un cahier de Lerne, et puis par ailleurs à c'est pas exhaustif, mais enfin à ce petit opuscule qui s'appelle Le Palais de l'Ogre, qui est en fait publié aux éditions de la Table Ronde, si je ne dis pas de bêtises, qui est une description du Palais de Versailles et qui est suivi d'un autre petit opuscule intitulé Histoire d'une reine morte et consacré à Marie-Antoinette. Mais enfin, j'en viens à ce qui est peut-être le roman le plus connu de Roger Nimier, et qui s'appelle donc Le Hussard bleu. Alors, je dois avouer aux auditeurs de Radio Courtoisie que je n'ai pas eu le temps de relire rapidement Le Hussard bleu avant de participer à cette émission, donc je vais essayer de le présenter à la hussarde, si je puis dire. Donc je vais assez peu m'appesantir sur comment dire, un résumé de l'ouvrage, parce que
puisqu'on invite les auditeurs à le lire, il serait dommage de leur enlever cette saveur. Mais simplement pour présenter en 2 mots, disons qu'il s'agit en fait des confessions des hussards, donc des militaires des régiments blindés, et de certains de leurs officiers pendant la campagne d'Allemagne, donc des hussards français, de cette armée française qui a participé à la campagne d'Allemagne en 1945. Et c'est un roman je ne sais plus, j'ai essayé de compter, mais à 10 ou 11 voix, enfin 10 ou 11 personnages qui chacun d'eux s'exprime à la première personne, ce qui le rend à la fois extrêmement vivant, extrêmement brut aussi, parce que évidemment c'est un roman de guerre, c'est un roman qui a une forte... un roman brut, disons cela comme ça, où l'on voit successivement l'un des personnages se faire démembrer puis mourir, l'autre se faire défigurer. C'est un roman dur. Parmi les différents personnages, il y en a 2 qui se distinguent, qui sont pour ainsi dire 2 exacts opposés de jeunes hommes. L'un, Sainte-Anne, qui est le garçon un petit peu poli, idéaliste, gentil, qui finit même par mourir sur les ordres de sa maîtresse. C'est un peu une sorte de personnage un peu effacé. Et puis vous avez en face François Sanders, qui lui est le héros, ou plutôt l'anti-héros, puisque c'est un personnage dépourvu de toute morale. C'est un personnage qui, avant de servir dans les armées gaullistes, a été milicien, donc partisan du régime de Vichy, non pas par véritable conviction, mais par une sorte de cynisme qui sied assez bien à son absence de morale. Mais surtout, ce qui est intéressant dans Le Hussard bleu, et l'on s'en aperçoit à la lecture de la première page, c'est qu'il est à l'image de Nimier. Il traduit assez bien le malaise d'une génération, celle de Nimier. Cette génération, alors peut-être même devrais-je vous lire la première page de suite, ou du moins un petit extrait, parce qu'elle résume fort bien la chose, et Nimier le dira beaucoup mieux que moi. Longtemps j'ai cru m'en tirer sans éclat. J'appartenais à cette génération heureuse qui aura eu 20 ans pour la fin du monde civilisé. On nous aura donné le plus beau cadeau de la terre, une époque où nos ennemis, qui sont presque toutes les grandes personnes, comptent pour du beurre. Votre confort, votre progrès, nous vous conseillons de les appliquer au meilleur système d'enterrement collectif. Je vous assure que vous en aurez grand besoin, car lentement vous allez disparaître de cette terre sans rien comprendre à ces fracas, à ces rumeurs, ni aux torches que nous agitons. Voilà 20 ans, imbéciles, que vous prépariez dans vos congrès le rapprochement de la jeunesse du monde. Maintenant, vous êtes satisfaits. Nous avons opéré ce rapprochement nous-mêmes, un beau matin, sur les champs de bataille, mais vous ne pouvez pas comprendre. Et sans doute les auditeurs de Radio Courtoisie voient l'intérêt que l'on peut y trouver pour méditer un peu ce qui se passe actuellement. Alors certes, nous n'avons pas de véritable champ de bataille, nous n'avons que des rues et des barrages de CRS, mais c'est un malaise supplémentaire qui se rajoute à notre génération, parce que finalement, ce n'est peut-être pas la fin du monde civilisé, c'est la fin du tragique ou la fin du réel. Puisque même en mai 68, enfin, le gouvernement a beau jeu de dénoncer la violence, mais ceux-là même qui la dénoncent et qui encensent mai 68 auraient été en train de jeter des pavés sur la police il y a 40 ans ou 50 ans. Donc, encore en mai 68, on avait une légère dimension du tragique au travers de la violence qu'il pouvait avoir, et voilà notre génération qui arrive, qui s'est rassemblée, alors c'est peut-être pas la jeunesse du monde, mais du moins c'est la jeunesse ou une partie de la jeunesse de France, qui s'est rassemblée sur ces champs de bataille que sont ces grands boulevards et ces rues où l'on a manifesté, et qui éprouve ce malaise de ne
ne pas vivre dans une époque faite pour elle, sans doute, dans une époque qui ne lui correspond pas. Donc c'est pour ça que c'est pour cette raison que Roger Nimier est une lecture, me semble-t-il, qui peut être tout à fait intéressante pour cet été. J'en profite d'ailleurs pour signaler que Le Hussard bleu n'est que un roman à part entière et qu'on peut lire de suite, mais que par ailleurs il y a une sorte de prologue qui a été publié avant et qui s'appelle Les épées. Voilà pour cette présentation. Si j'ai une remarque à faire, c'est on croit entendre à la description que tu fais du sentiment que tu as de vide et d'absence de tragique, ça rappellerait presque la définition que fait Alfred de Musset du mal du siècle, qui contemple en tant qu'enfant né après les grandes batailles napoléoniennes et après la Révolution, qui contemple le grand vide qu'il y a à être né dans un siècle où il n'y a plus rien à faire et toute la grandeur de la bataille pour la France est passée. Oui, c'est juste et c'est probablement, c'est un sentiment qu'on a pu retrouver à beaucoup d'époques, j'imagine. J'imagine que, je ne sais pas, si on fouillait dans les textes de l'Antiquité, on pourrait retrouver des choses assez semblables. Mais c'est aussi intéressant parce que la génération de Roger Nimier, c'est la génération qui a été, pour ainsi dire, privée de ses mentors intellectuels, de toutes ses références intellectuelles. C'est la génération qui s'était enflammée pour Brasillac, pour Maurras, pour Drieux-La Rochelle, pour beaucoup d'autres, et qui les a vus soit partir en prison, soit se suicider, soit être fusillés. Donc voilà une bonne façon une sorte d'introduction, une introduction à un retour à ses origines intellectuelles. Christophe ? Alors, je me permets d'intervenir aussi. Christophe Réveillard. Je suis tout à fait entièrement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Alors, vous avez cité les épées de Roger Nimier, et je dirais que Nimier introduit même dans son style très dépouillé dans les épées cette notion de vacuité. Alors là, on n'est pas en 68, on n'est pas après la guerre de 1870 ou que sais-je, on est vraiment après la Deuxième Guerre mondiale, la fin d'un monde, la fin d'une certaine Europe. Et Nimier va jusque dans son style très dépouillé, parfois même assez grossier, indiquer combien c'est la notion de vide qui règne sur une Europe décérébrée, décultivée, etc., etc. Donc c'est très intéressant. Cela dit, et c'est le seul petit tempérament que j'apporterai, il ne faut pas que notre jeunesse sombre justement dans un sentiment qui pourrait approcher le nihilisme ou le découragement, et qu'au contraire, sur cette base d'une analyse tout à fait à la fois rationnelle et tout à fait pertinente, eh bien on construise un monde nouveau. Oui, précisément, je n'appelle certainement pas, et d'ailleurs si nous avons ce site et si nous manifestons, ce n'est certainement pas parce que nous versons dans ce nihilisme, mais qui a été l'écueil de beaucoup de générations. L'on peut penser ce que l'on veut de mai 68, mais force est de constater en tous les cas que si cette jeunesse avait des idéaux, elle les a tous perdus. Et c'est certain que c'est précisément ce qu'il faut que nous évitions. D'autant qu'en 68, il n'y a pas eu que des idéaux. Oui. Il y avait aussi des manipulateurs extérieurs, des enveloppes de billets, des services secrets qui ont agi à la déstabilisation du pays. Ce sont des choses qu'on commence à dire, mais il y a au moins 2 pays étrangers qui ont travaillé à cette déstabilisation parce qu'ils voulaient infliger une leçon à celui qui gouvernait la France à l'époque et dont la politique étrangère leur déplaisait. Voilà. Donc évidemment, à côté de l'idéal, il y avait quand même des intérêts et on comprend que que cette génération est dérivée à ce point et aujourd'hui est tout mis par terre. Oui, parce que c'est une génération qu'on rencontre notamment parmi ces grands patrons à coquiner, à la finance amorale, à tout ce que l'on veut. Enfin, effectivement, c'est une génération qui n'a absolument rien gardé de ce qu'elle avait prétendu faire avec l'arrogance de sa jeunesse. Si tant est qu'on puisse trouver quoi que ce soit
d'un peu spirituel dans le combat qui Rien. a animé les rues du 5e arrondissement. Rien de spirituel, non. Parce ça, c'est que sûr. moi, de ce que j'en lis a posteriori, il s'agissait plus de pouvoir coucher à tout va que de défendre des idées et des principes élevés. Il est vrai que Daniel Cohn-Bendit, qui est un intouchable, donc je prends un risque terrible en m'attaquant à lui. Je vais être vétrifié sur place, peut difficilement passer pour un maître de spiritualité. Non mais Philippe, vous n'avez pas encore évoqué la guerre des 6 jours, donc tout va bien pour l'instant. Nous tombons sous le coup d'aucune loi.